Euh, Bonjour à tous. Pour le numéro 96 de MPCM, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Élodie Perlet, que vous allez découvrir avec moi tout au long de cette émission. Je commence ce numéro par la présentation de ce livre que je suis en train de lire, qui m'a été conseillé par un psychiatre il y a quelque temps et qui n'est pas encore achevé, mais qui est connu de beaucoup de monde. Histoire de la folie à l'âge classique. Et puis, je vais me baser pour présenter ce livre sur une chronique qui a été écrite par Élodie Perlet. Il y a dans Histoire de la folie cette idée que le fou, c'est le miroir de la société. Moi, miroir brisé, sueur au front, je reflète surtout une humanité en pyjama, groggy, perdue dans ses contradictions. On a peur d'un virus invisible, mais on continue à se marcher dessus dans les trains aux heures de pointe. On vaccine à tour de bras, mais on oublie de soigner la solitude, la vraie peste de notre temps. Bref, la fièvre m'a appris deux choses. Que Foucault se lut mieux à 39 degrés qu'à 36, et que la frontière entre la raison et la folie, entre la santé et la maladie, c'est peut-être tout simplement un test antigénique. Vous verrez en cours d'émission pourquoi j'ai choisi ce livre, mais avant cela, Élodie Perlet va nous dire quel livre elle nous propose comme lecture, comme nos invités, les trois livres qu'elle nous invite à découvrir. Alors, écoutez, trouver 3 livres dans une bibliothèque qui est immense, c'est un exercice extrêmement difficile. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de la mélancolie ou pas, ou de la joie, ou de la saison. Et alors, vos 3 livres aujourd'hui? Alors, mes 3 livres aujourd'hui, je dirais que c'est L'ennui d'Alberto Moravia. Alors, je ne connais pas. C'est un auteur italien qui est très connu pour avoir écrit Le Mépris, et dont le fameux film avec Brigitte Bardot. Voilà. Mais avant ça, il avait écrit L'ennui, qui est un livre absolument sublime et très complexe aussi. En deuxième position, me reviennent mes amours d'adolescence, et ce sera Les Hauts de Hurlevent. Bien qu'un peu décrié par certains mauvais films en ce moment, ça reste pour moi un des livres gothiques de l'époque victorienne les plus marquants. Et puis le troisième, je dirais sans doute celui auquel je reviens sans arrêt, Les Frères Karamazov. De Dostoïevski. Voilà. Un magnifique ouvrage que ma fille Jeanne est en train de lire. C'est, je pense, un de mes deux ou trois ouvrages préférés que nous conseillons à tout le monde. Donc, Les Frères Karamazov d'Ivan Dostoïevski avec Alyosha et la figure du grand inquisiteur. Il faut relire plusieurs fois. Absolument, pour y comprendre quelque chose. Ouais. Et alors, Élodie Perlet est avec nous aujourd'hui parce que elle a écrit un livre magnifique, qui a fait l'objet de plusieurs chroniques dans le journal de Sierre, on en reparlera tout à l'heure, et puis également sur les réseaux. Rire ou sombrer, ce que la brume sait de moi, qui a été édité par BSN Press et Giuseppe Merone, que je salue aujourd'hui spécialement. Et puis, pitcher ce livre, c'est très difficile, mais je crois que j'ai envie de lire une petite notice qui a été écrite récemment par Sophie Mirizouf, qui est la suivante. La seule chronique qu'il y aurait à faire serait une chronique silencieuse, en signe de respect total au courage qu'il a fallu à Élodie Perlet pour nous faire le récit de sa lente descente aux enfers, de son parcours du combattant d'hôpitaux en clinique pour soigner son trouble et en sortir. Et pourtant, je vais en parler pour faire écho à sa mise à nu d'une sincérité absolue, pour que ce récit soit diffusé le plus possible, pour qu'enfin cesse la stigmatisation populaire des troubles psychiatriques, pour que ceux qui luttent trouvent la paix et lisent un vrai chemin sensible, un témoignage empreint de vie.
Son incroyable observation du monde hospitalier psychiatrique, des patients et aussi du personnel, vu de l'intérieur de son être, est exceptionnelle. Son récit à travers ses sens aiguisés ou étouffés par les médicaments, ses rencontres lumineuses avec ceux qui sont dans ce monde parallèle, à mi-chemin entre les vivants et les morts, anesthésiés par des médicaments qui calment mais ne taisent rien, est tout simplement bouleversant. La brume qui s'emporte de son cerveau pour soigner ses maux se dissipe au fur et à mesure de son évolution. Parmi cette douleur, des rires, des hommes, des amis, sa mère, aideront à se hisser hors de ce gouffre de souffrance. Puis la musique, le goût pour la littérature, les balades en forêt reviendront avec une saveur différente, nouvelle, et signeront un retour à la vie. Chaque mot est ciselé avec précision, la plume délicate et percutante. Voilà la critique qu'en a faite Sophie Mirizouf, qui est, vous pouvez consulter également sur Facebook, qui me paraît décrire absolument magnifiquement ce livre de Élodie Perlet, Rire ou sombrer, paru aux éditions BSN Press. Qu'est-ce qu'on ressent comme personne, comme écrivain, lorsque on lit ce genre de critique très forte? Je te dis qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux. On s'y attend pas. On s'est attendu à la critique, on s'est attendu à toutes sortes de choses négatives, où on a espéré évidemment de toute grâce que quelque chose de positif sorte. Mais quand ça va aussi profondément dans l'analyse d'un texte, quand c'est aussi profond que l'a fait cette actrice, bien évidemment ça nous laisse un sentiment un peu on est un peu éberlué, on est un petit peu groggy. Les Valaisans, ils peuvent également lire une critique également très, très bonne de Béatrice Riant dans le Journal de Sierre du 27 mars 2026, donc c'est tout récent. Et puis elle prend la formule à un moment donné dans sa critique d'une expression métaphorique, gravir le Golgotha. Est-ce que l'écriture de ce livre, ça a été aussi cette montée vers le Golgotha? Non, je ne le crois pas, dans la mesure où j'en aurais été incapable peut-être 1 mois ou 2 mois auparavant. Je ne l'aurais pas fait, ça n'aurait pas été possible, je n'aurais pas trouvé les mots, j'aurais pas... Tout d'un coup, il faut se trouver dans un état d'esprit, un état d'humeur suffisamment bon, suffisamment stable pour que les mots viennent. C'est pour moi, hein. Je sais que beaucoup de personnes en souffrance ont tenu des journaux de souffrance je les admire beaucoup. Moi, je n'ai rien fait. Moi j'ai regardé des bêtises sur Netflix et c'était mon maximum. Et encore, c'était dans les bons jours. Donc je pourrais pas dire que ça a été gravir un Golgotha, puisque je n'étais pas assez... Voilà. Et alors, gravir le Golgotha, si c'est pas l'écriture, est-ce que ça a été ces périodes décrites dans le livre, de passage par exemple de clinique en hôpital et d'un studio fermé à manger un sandwich sur la plage? Eh bien, là encore, j'aurais envie de vous dire non, parce que ce sont des toutes petites choses qui sont, si vous voulez, mis bout à bout. On a l'impression que c'est une montagne, mais en fait, c'est le 6 avril, je suis capable de faire ça. Le 7 mai, j'ai fait ça. Et puis le 8 juin, j'ai fait ça. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une ascension. Je crois qu'on peut parler uniquement de petits phénomènes qui, les uns après les autres, avec une patience inouïe, font que tout d'un coup on se dit bon, je suis capable d'aller faire ça. Et je n'étais pas avant. Moi, il y a 3 mots qui caractérisent à mes yeux ce livre, Rire ou sombrer. Il y en a 2 qui sont dans la critique de mon épouse Béatrice à Sierre et un qui m'est plus personnel. Le premier, c'est la dignité. Ce qui transparaît dans ce livre, c'est en fait
les mots que vous choisissez, la manière de les retranscrire par rapport à ce parcours de dépression et d'hôpitaux, etc., c'est que vous avez su conserver dans les mots cette dignité qu'ont les malades, parce que vous en avez rencontré d'autres, tout au long de ce parcours. Est-ce que ça reflète quelque chose dans votre, j'ai envie de dire, dans votre âme? Oui, je crois que c'est important. Je crois que de façon générale, perdre sa dignité, c'est une chose qui est terrible et qui mène aux pires abois. Je crois qu'effectivement, essayer de garder une certaine dignité, c'est-à-dire une dignité parfois très simple quand on est en dépression, c'est-à-dire on essaye de garder une tenue correcte, on essaye de garder des choses qui sont très bêtes et très simples, comme je vous l'ai dit maintenant, mais qui sont un véritable tour de force en réalité quand on est en dépression. Je pense qu'effectivement, la dignité et garder sa dignité, garder ses ongles faits, par exemple, ou pour autres choses, hein, évidemment, je ne veux pas me tirer. Je crois que c'est vital. En tout cas, dans les mots que vous utilisez dans le texte, il y a ce ressenti qui est très fort et j'invite vraiment tous les amoureux de littérature, on va parler de littérature après, à reprendre ça. Le deuxième alors, c'est l'humour. Il y a, dans ces moments de bas-fond, on va dire, il y a toujours un trait d'humour. Par exemple, celui qui consiste à dire « Ah, je préférerais être dans un monastère que dans une clinique parce que là, il y a au moins des vitraux, je pourrais voir les vitraux. » Est-ce que l'humour, ça a permis de passer à travers le livre ou à travers ces moments de vie très difficiles? Alors, je vais vous dire, l'humour est la chose qui m'a sauvé la vie. Que ce soit dans le livre, mais bien au-delà dans la vie. Je crois que rire de moi-même, parce que le mot rire est très vaste. On peut ricaner, ce qui n'est pas une bonne chose, ou on peut avoir du cynisme. Rire de moi m'a toujours sauvé de moi-même. Me décupler et me regarder dans une session et me dire quand même, cocotte, t'es pas très maligne sur ce coup-là. Je crois que c'est quelque chose qui maintient vraiment tonique, en vie. Comme par exemple de vouloir être toujours la première en classe et quand on arrive en enfer d'être la première en enfer. Absolument, et de tout faire pour être absolument... voilà, tout à fait. Ouais. Et puis alors, personnellement, j'ai traduit dans ma critique, on va dire, plutôt impressionniste, j'ai traduit ce livre. Je ne sais pas si j'ai été trop loin, en tout cas, moi, par moment, je l'ai ressenti ici. J'aurais voulu vous faire lire, par exemple, la page 69, et je m'aperçois que quelqu'un a pris le livre. Je ne peux pas le présenter, mais qui est dans le texte de l'index. C'est un livre d'amour. J'ai envie de dire, c'est un livre d'amour, et il y a des moments d'amour absolument magnifiques, et je le dis vraiment... il y a des moments où vous m'avez fait pleurer dans le livre. Et puis, il y a aussi cet amour pour sa mère. Moi, je pense que c'est un acte d'amour de votre mère envers vous qui transparaît dans tout le livre avec cette réciproque. D'ailleurs, vous commencez le livre en parlant de votre mère. Alors, quelle a été son influence dans ce cheminement littéraire et de vie? Alors, écoutez, je vais vous dire, le personnage principal du roman, enfin du roman, c'est pas un roman, mais du récit, est ma mère, évidemment. Ma mère est centrale, c'est-à-dire que c'est à la fois la personne qui Mais elle n'est pas centrale dans les événements que vous décrivez, elle est centrale dans le sous-texte, j'ai envie de dire. Oui, peut-être, c'est vrai, vous avez raison. Mais elle est centrale dans la mesure où, quoi que je fasse, quelles que soient mes actions, quel que soit ce qu'il se passe, maman est là. D'ailleurs, vous commencez le livre, je veux appeler ma mère. Oui, je veux appeler ma mère, et puis ensuite, je retourne dans mon appartement dévasté. C'est ma mère qui je dis même un truc assez j'avais oublié ce terme-là, mais ma mère mandatée par Dieu qui va ranger mes affaires. On peut dire que sans votre mère, vous ne seriez pas sur ce divan aujourd'hui. Absolument pas. Sans elle, j'étais cuite. Et c'est cela qui m'a souvent appelé à m'interroger. Que font les gens qui n'ont pas
une mère, presque quelqu'un de l'ordre de la dévotion pour les aider. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mère courage, là, Totalement. le plein mot de C'est complètement Bertolt Brecht, absolument. C'est une mère courage, c'est la mère d'Albert Cohen, c'est la mère de Romain Gary, c'est toutes ces mères qui aiment tellement leurs enfants que quoi qu'il arrive, elles sont là. En tout cas, Rio Sombré, allez l'acheter dans votre librairie privée, personnelle. Mais entre parenthèses, c'est pas un livre qui est très long, hein, c'est une centaine de pages. Et puis on le lit en étant profondément marqué, puis en même temps avec le plaisir. Parce que je pense que le style, Lacan disait, le style c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'écrivain. Qu'est-ce que vous pourriez dire de votre style ? Je suis bien embêtée parce que j'ai un papa qui a été un très grand poète qu'on a découvert à l'âge de 16-17 ans et qui a publié au Mercure de France avant sa majorité. Alors évidemment, je me suis toujours interdit l'écriture en me disant tu peux pas t'opposer à un monstre comme ton père. Et puis j'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé d'autres formes d'art, j'ai cherché. Et puis finalement, quand je n'avais plus vraiment rien à faire parce que j'étais tellement mal après cette grande maladie et que c'est l'écriture qui est venue naturellement, je me suis dit on va se mettre là-dedans. Mais à la base, c'était tout ce dont je fuyais. Alors, très souvent, je demande à mes invités, quand ils se reportent à leur adolescence, par exemple, ou à leur enfance, est-ce que le fait d'être écrivain, c'est aussi inscrit dans ce que fut, par exemple, le livre pour vous dès votre jeunesse, ou bien pas, ou vos parents. Là, vous avez fait référence à votre père, qui était aussi poète, je crois, etc. Est-ce que c'est ça qui fait que le parcours, ça... Oui et non. D'un côté, moi quand je suis rentrée en âge de me trouver une passion, c'était tout sauf ce que fait papa. Surtout pas. C'était trop dangereux, il était trop talentueux, il était trop... Non, il fallait surtout pas faire ce que fait papa. Alors, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la comédie, j'ai fait, je sais pas, incalculable de choses. Pour me rendre compte finalement, bien plus tard et après avoir frisé la mort, que non, c'était comme l'écriture. Alors pas aussi flamboyante que la sienne, pas différente. Je ne suis pas poète, mais c'était quand même vers cela qu'il fallait aller. Donc voilà, il y a quand même eu une filiation. Et à un moment donné, dans le livre, vous faites référence au fait que l'envie de Gallimard. Je me suis demandé, parce que je pense que ce texte il est vraiment d'une qualité très forte, est-ce que vous avez franchi à un moment donné ce pas et s'est dit je vais l'offrir à Gallimard, enfin le proposer, non? Non, il y avait l'envie de Gallimard. Hein, dans ce que vous citez, je me souviens, c'est que je suis dans une phase maniaque et je dis j'ai envie d'envoyer mes pages partout et au Dieu, au diable et à Gallimard. Et effectivement, évidemment, qui n'aurait pas, et moi la première, qui n'a pas des velléités de se dire oh mon Dieu, ce que ce serait chouette d'être chez Gallimard. Mais alors, je dis à Gallimard, ce texte aurait pu être chez Gallimard. Et d'ailleurs, Giuseppe Meron, et encore salut à toi, je pense a eu la main heureuse, l'œil vif de publier Élodie Perlet. Est-ce que le fait d'avoir tenu un blog, La Vie Ardente, je vous recommande également, c'est toute une série de petites chroniques sur les livres, est-ce que c'est ça qui a été l'étape pour passer au risque de ce récit? Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un premier pas sans aucune intention de vouloir écrire, puisque mon idée, c'était d'interviewer des écrivains. Et c'était vraiment de me lancer dans le journalisme.
Et puis, il y a eu le Covid, donc le journalisme et toutes les interviews étaient compliquées. Ensuite, il n'y a plus eu grand-chose et c'est vrai que j'ai eu plaisir à mettre en scène les titres, en jouant un petit peu. S'il y avait un titre qui était rigolo, qui prêtait à un déguisement, je me suis beaucoup amusée avec ça. Mais est-ce que la vie ardente m'a permis de trouver... Je suis pas sûre. Je suis sûre que ça m'a mis un rythme, parce qu'un jour sur deux, j'ai du service de presse, donc je le fais. Mais pour l'écriture d'un livre, je ne suis pas sûre que ce soit l'idée. Je me suis demandé, en parcourant votre blog, comment les livres venaient à vous. Parce que finalement, je me suis dit, mais je n'ai rien lu. Je n'ai rien lu. Tous les livres qu'il y a là-dedans, je ne sais pas que vous conseillez, je ne les connais pas. Et c'est des livres, on va dire, différents, divers, variés. Enfin, il y a de toutes les couleurs. Il y a de toutes les couleurs, vraiment. Mais comment vous choisissez le livre où vous adaptez après votre petite chronique? Parce que c'est vraiment, c'est une bibliothèque, on va dire, personnelle. Alors écoutez, on va dire, il y a deux choses. Il y a mes livres, il y a les livres que j'aime, que je défends, et parfois je fais deux chroniques. Alors, un an et demi, donc les gens ne s'en aperçoivent pas, mais il y a certains de mes livres qui sont des... Et puis selon les époques, selon ce qui se passe, je sais que j'avais déjà parlé par exemple de Lolita, lire Lolita à Téhéran, j'en avais parlé il y a longtemps, et puis j'en ai reparlé au goût du jour il n'y a pas très très longtemps, avec ce qui se passait dans ce pays-là. Ça peut m'arriver de reprendre un de mes vieux classiques et puis de le remettre au goût du jour parce que je trouve qu'il fait sens. Maintenant, il y a cet aspect-là, et puis l'autre aspect, c'est que sur mon Instagram, c'est écrit MD et mon adresse mail, et on peut m'adresser des livres dont je fais le service de presse, pour autant qu'ils me plaisent. Si ça ne me plaît pas, je ne suis pas... Donc il y a une partie de tous ces choix-là qui sont des choix, on va dire, d'éditeurs qui vous contactent, et puis d'autres parties, des choix... Absolument. Un jour sur deux, il y a des choses, je tiens vraiment à garder ma ligne à moi, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, ce qui m'interroge par rapport à l'actualité, et puis eh bien, ce que les gens me font l'honneur de m'offrir, c'est-à-dire un livre, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il ne me plaît pas, est-ce que... Voilà, il y a ces deux choses. Est-ce que les termes de nécessité et de liberté, ça rejoint ce désir d'écriture? Est-ce qu'on peut dire que votre désir d'écrire, il est né de cette nécessité dans le récit de Rire ou sombrer, et puis finalement vous l'avez fait aussi de manière complètement libre? Non, je dirais que la lecture est une nécessité absolue. La lecture. La lecture. L'écriture, alors il y aurait une autre nécessité qui va venir plus tard, et différemment, et peut-être de façon plus douce, moins agressive, mais je ne pourrais pas concevoir une journée ou une semaine sans lire. Je serais en manque, je serais une toxicomane. Écrire, quand je m'y mets, je m'y mets de façon... je peux pas être interrompue. Quand je me mets à écrire, alors là vraiment il faut absolument qu'on me foute la paix. Il faut vraiment que je me débrouille pour n'avoir ni travail, ni soirée, ni sortie, et tout n'est que cela. Est-ce que c'est une nécessité? Non, parce qu'il y a des tas de mois qui se passent sans que j'écrive, ou j'écris une petite phrase, ou j'écris un petit paragraphe. Mais, par exemple, pour la rédaction du récit Rire ou sombrer, est-ce qu'il y a eu une
une période, vous vous êtes dit chaque jour, j'écris une partie. Non, alors là, ça a été très différent. Là, ça a été l'exemple qui contredit ce que je viens de dire. C'est que pour Rire au sombré, tout d'un coup, j'ai eu cette idée et elle ne m'a pas quittée. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai écrit pendant 2 mois, peut-être entre 8 et 9 heures par jour, ce qui est pas très bon pour la santé, hein, sans marcher, sans rien faire. Et je l'ai fait de bout en bout. Là, il y avait une urgence. Je crois que ce ne sera pas toujours comme ça. Beaucoup de corrections après le premier jet ou bien pas? Quelques-uns, mais franchement, je peux pas dire que je me suis... Parce que je me suis dit en lisant vos chroniques et le livre aussi, j'ai pensé que c'était pas des exigences formelles vraiment très 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 fines. C'était plutôt vraiment un jet vraiment un style vraiment fantastique, mais pas comprimé, plutôt en laisser aller. Je dois vous donner raison, je n'ai pas l'impression que j'ai tellement travaillé ensuite. Évidemment, il a fallu y passer après une semaine ou deux. Enfin, mais non, effectivement. Vous étiez assez content de votre premier jet en somme? C'est pas que j'étais contente, c'est que je le voyais mal autrement. Je voyais mal mon discours autrement. Comme c'était quelque chose qui venait du ventre, qui venait de la maladie pure et dure, je ne voyais pas très bien comment, avec des phrases plus longues, plus... Il m'a semblé que ça sera différent pour les prochains, certainement. Ah, donc il y aura des prochains? Ah oui, oui, oui. Il y en a un en cours déjà? Oui, il y en a un qui on va pas spoiler. Et il y a dans des critiques que j'ai lues à un moment donné, ce syntagme « apprendre de ses failles ». Qu'est-ce que vous avez appris de ce parcours sur vous-même, de ce parcours, on va dire, chaotique? La seule chose que je peux apprendre de cela, c'est de bien s'étudier. C'est-à-dire, on peut pas faire grand-chose. On n'est pas grand-chose face à la maladie mentale ou bien la maladie addictive ou quelle que soit la maladie qui nous tombe dessus. Je crois il faut être très modeste. En revanche, la seule chose que je peux faire par rapport à elle, c'est l'étudier et me dire, tiens, là, t'as fait un truc, t'aurais pas dû. Là, il s'est passé un truc, t'as pas remarqué, c'était pas bien. Je crois que la pire des conneries, ce serait de se dire, oh ben maintenant, c'est parti, j'ai fini. Oui, parce qu'effectivement, dans Rire au sombré, il y a plein de passages où il y a un rétropédalage sur soi-même qui dit, voilà, elle a quand même ce regard extérieur et interne à la fois qui fait que le charme du livre aussi en partie. C'est juste. Oui, c'est juste. Et je crois qu'il faut garder l'idée qu'on n'aura jamais la main mise sur la maladie. La maladie va toujours être beaucoup plus forte. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est l'étudier, c'est être sensible à ces signes. C'est tout d'un coup, je vais sentir que je me sens très mal à l'aise, ou très fatiguée, ou très embarrassée, ou très amoureuse, mais pas amoureuse dans ce qu'il y a de beau, amoureuse dans le besoin de conquérir. Et bien là, c'est un signal. Attention. Vous avez gardé contact avec certaines gens qui sont décrites dans ce livre, Ouais. qui vous ont marqué, qui vous ont aidé, avec qui vous avez cheminé? Quelques-uns, mais pas tous, hélas. Il y en a un avec qui on est resté très 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 bons copains et on se voit une fois par mois, une fois toutes les 2 mois. Celui qui partait en Amérique du Sud. Voilà, exactement, qui est resté un très bon copain, qui s'en est bien sorti. Il y a beaucoup d'autres personnes dont je n'ai pas parlé qui sont morts, quelques-uns qui sont morts par le suicide ou par une cirrhose.
Euh, il y a aussi ce jeune Ahmed, dont je ne dirais pas le nom, Ouais. dont je n'aurais aucune raison de chercher à le retrouver. Ouais. On va changer un peu de sujet. Donc, vous avez un blog, des critiques qui sont très subjectives, donc très personnelles, intimes, une approche du livre qui peut que être la vôtre et celle de personne d'autre. Et puis j'ai eu l'occasion, encore aujourd'hui, de lire une grande critique sur un autre livre. Et je me suis dit, en lisant cette critique avec une certitude, on va dire, presque absolue, mais rien n'est certain dans ce monde, qu'en réalité, l'auteur qui avait signé avait été aidé et assisté très grandement par l'intelligence artificielle. La critique, elle était... J'ai absolument rien à dire à la critique, mais comment vous voyez là être critique littéraire quand on sait qu'on peut mettre un livre dans une boîte noire, puis demander à ce livre, balance-moi une critique de 1002 signes, ou bien de 5000 signes, ou 10 000 signes, puis ensuite on l'adapte un tout petit peu. Comment vous ressentez finalement, c'est une invasion sur votre travail de blogueuse, non? Complet, et d'ailleurs, je serais bien incapable de... C'est marrant que vous me dites ça parce que j'aurais envie de vous demander quelle est la personne. Ça vous choque ou bien? Ouais, ça m'étonne en tout cas, ça m'étonne. Parce que j'ai beaucoup d'étudiants, je suis prof aussi, et donc j'ai beaucoup d'étudiants qui me rendent des textes très régulièrement, et je suis une sorte de scoop à IA. Dès que je vois des formules toutes faites, je comprends. Et, et donc, mais donc, vous lisez quand même, puisque vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous lisez quand même pas mal de textes dont on sait avec une vraisemblance confidente à la certitude que l'auteur du texte, c'est plutôt une boîte noire que celui qui publie le post. J'ai pas lu La femme de ménage, par exemple. Je sais pas. Là, je pourrais avoir l'impression que... Alors, parce qu'en fait, le sens de mon propos là, c'est de dire, vous voyez quand même à la critique littéraire subjective un avenir. C'est comme si je disais à un journaliste, est-ce qu'il y a de l'avenir dans ce métier-là, sachant tous les moyens. Hélas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et pourquoi? Je suis pas sûre qu'il y ait un avenir, ni pour les scénaristes, ni pour les acteurs, ni pour les romanciers, ni pour les... Je veux pas jeter du noir sur ce beau soleil, mais je suis très négative. Je vois pas très bien comment ces métiers vont pouvoir perdurer avec cet outil. Mais est-ce que c'est pas précisément l'aspect subjectif, finalement, l'âme intime qui écrit, qui peut être retranscrite, c'est peut-être ça qui va sauver quelque chose de ce monde. Parce que s'il faut lire le livre Rire ou sombrer, c'est parce qu'on a une parole subjective qui touche à l'universel et qui va toucher chacun d'entre nous dans les différents... non, Rire ou sombrer. Allez acheter Rire ou sombrer. Non, il n'y a pas cet espoir que finalement c'est le sujet qui peut faire une certaine différence. Moi, je suis hélas, plus négative que vous. Je pense que il y a 10... Non, pas il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas, mais il y a peut-être 2 ans, le problème ne se serait pas posé. Je pense que au progrès fait, je pense que dans 5 ans, Dieu sait comment est-ce que l'IA écrira, et dans 10 ans, j'ose même pas l'envisager. Et c'est pour les métiers comme l'écriture, comme pour les scénaristes, comme pour les auteurs de théâtre. Enfin, ça rejoint... Me semble-t-il, même les codeurs informatiques, d'après ce que... Oui. Je crois que ce soit... Je crois qu'on va vers un truc qui va forcément nous dépasser à un moment ou à un autre. Je l'espère pas. Je l'espère pas, mais je suis pas inquiète. J'ai vu, je ne sais pas si c'est correct, vous avez exercé à un moment donné dans la librairie, comme libraire?
Ah oui, pendant 12 Ah, ans, et pendant alors, 12 ans, oui. comment on approche les personnes qui viennent Ah bah, avec tous ces livres? Chaque fois que je rentre dans une librairie, j'adore rentrer dans une ah, mais librairie, moi je je vois 30 000 livres et je me dis, mais pourquoi tout d'un coup je sors avec celui-là plutôt qu'un autre, ah, etc. Comment la libraire finalement mais, choisit un mais, livre plutôt qu'un mais autre? moi, monsieur, je faisais pas du tout ce même métier. Je travaillais dans la librairie ancienne et de collection. D'accord? C'est-à-dire que je m'occupais uniquement des livres qui commençaient aux incunables, au 15e siècle, jusqu'au dernier livre du 20e, illustré par Picasso ou par Matisse. Donc je m'occupais d'un rayon uniquement entre le 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e. Donc personne ne rentrait dans la librairie en disant... D'abord, la librairie Alors, n'avait pas... et le plaisir du métier, il était où là? Ah bah, c'était d'avoir des choses absolument extraordinaires entre les mains. Tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une lettre de Napoléon à Joséphine. C'est quand même pas rien. Ou bien vous vous retrouvez avec un livre de Camus qui l'adresse à son copain Sartre bien avant qu'il se dispute, en disant à mon cher copain Sartre, je sais pas, il dit pas des bisous, mais il dit toutes mes salutations au castor. Et on se dit, bon sang, deux génies qui se sont détestés, qui se sont brouillés. Et ben à ce moment-là, béni, ils étaient copains comme cochons. Et il lui fait un petit envoi autographe en disant avec gros bisous au castor. Et là, je me dis, je fais un métier de dingue. Et pourquoi avoir changé alors? Parce que le Covid est arrivé et Ah. que Ah d'accord, tout ok. s'est éteint. Ok. Et puis, j'ai vu également que vous animiez de temps en temps des ateliers d'écriture. Euh, Absolument. je n'en ai jamais fréquenté, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je suis en train de me demander, finalement, c'est quoi pour vous un atelier d'écriture? Alors pour moi, c'est un lieu euh, avec des mots qui sont un peu gentillets, mais je vais les dire quand même, bienveillance, écoute, patati patata. Et c'est pas pour me moquer de ces mots-là, hein. Je le fais un petit peu, mais bon, c'est mon caractère. Non, le principal, c'est qu'on soit absolument gentil, c'est qu'on soit absolument bienveillant. Oui, qu'on ait une certaine bienveillance, parce que le mot bienveillant est moins bête qu'il n'y paraît. C'est un espace où chacun, on donne un thème, et puis chacun Donc va... l'idée, on donne un thème. On donne un thème, ou une photo, ou une phrase, et puis on dit, continuez, faites la suite. Et les gens ont 1 heure et demie pour le faire. Il y a un partage de texte après. Et puis à la fin, justement, l'idée c'est de lire. Alors évidemment, si la personne est vraiment contre le fait de lire son texte, on ne va jamais la forcer, ce serait de la maltraitance. Mais ce qui est beau, c'est d'ensuite de partager justement et de voir à quel point sur... par exemple, si on prenait, je sais pas, je vous dis, longtemps je me suis couchée de bonne heure. Voilà, et vous écrivez la suite. Et ce qui est fantastique, c'est de voir ensuite l'éventail inouï de personnes qui vont répondre à cette première phrase. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que les gens qui fréquentent ces ateliers d'écriture, est-ce qu'ils pensent qu'en fréquentant, ils apprendraient mieux qu'en étant devant leur établi tout seul, ou bien... Je pense qu'on ne fait pas les choses de la même façon que lorsque l'on est devant un groupe. Moi, toute seule... Mais on écrit seul quand même si on est ouais, mais pas de la même façon. Moi, je suis seule dans mon ordinateur, on me dit, t'as 1 heure pour écrire ce chagrin d'amour que t'as vécu quand t'avais 13 ans. Eh bien, je vais me trouver toutes les stratégies du monde il fait trop beau, il fait pas assez beau, il fait ci, il fait ça, j'ai mal à la tête. Je dis pas que je vais pas le faire, mais je vais le repousser. Alors que quand véritablement on est dans une salle, il n'y a pas de réseau, les portables ne marchent pas, et on est obligé, et ben il y a quelque chose qui fait qu'on le fait quand même, qu'on fait des trucs qu'on n'aurait pas fait.
tout seul, on se serait dit merde, ça m'emmerde. En plus, cette thématique, elle m'intéresse pas du tout. Dans votre livre, Rio ou sombrer, on parle également du personnel soignant au sens large. Ouais. Et puis, il y a cette personne, je ne sais pas si c'est psychanalyste ou psychothérapeute, qui doit animer un groupe, on va dire, c'est la deuxième clinique privée, dont on sent qu'elle a un certain standing de formation. Et puis vous vous demandez à un moment donné si elle vous a reconnu parce que vous aviez contribué, etc. Et puis il y a à la fois, comment dirais-je, cette fermeté dans la conduite d'autrui et qui est ensuite remplacée par une sorte d'approche plus intime mais différente. Est-ce que vous pouvez raconter avec vos mots ce à quoi je fais allusion ici? C'est un passage qui m'a beaucoup touché. Oui, c'est un passage touchant parce que cette femme, au départ, refuse toute tentative de séduction. Et quand je parle de séduction, ça ne veut pas parler de la séduction homme-femme ou sensuelle. Elle refuse toute tentative de je veux avoir un pouvoir sur toi. Donc elle me rembarre assez rapidement. Mais elle rembarre, est-ce que c'est par un souci thérapeutique finalement? Je crois qu'elle rembarre, oui, pour un souci thérapeutique et aussi parce qu'elle se dit ce qu'elle cherche, ce n'est pas de l'amour, c'est pas de la. C'est quelque chose qui a à faire avec de l'ego. Et puis ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu l'autre étape. Il y a eu un autre moment. Je lui ai parlé quand même, je lui ai quand même dit qui j'étais et j'ai quand même demandé si elle se rappelle de moi, ce qui montrait bien que de façon égotique, j'avais envie qu'elle se rappelle de moi. Et puis quand elle m'a finalement dit qu'elle ne se rappelait pas et qu'elle était désolée, mais que. Enfin, non, elle n'a pas dit qu'elle était désolée, c'était pas son genre, mais qu'elle a dit que tout ça, ça faisait encore partie de la maladie, de l'addiction. J'ai compris. Quand elle l'a dit, je ne veux pas de votre adoration. Voilà, c'est une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je n'oublierai jamais ça. Je ne veux pas de votre adoration. Parce que l'adoration est dangereuse. Et je trouve que c'est. Moi, j'ai tendance à dire à tout le monde, à ma mère, à mon chat, à n'importe qui, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire, mais peut-être se demander un tout petit peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot adoration. C'est pas sain, l'adoration. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, parce qu'on a quand même le sentiment que cette soignante, on va dire ça comme ça, soignante de l'âme, elle a une qualité peut-être supérieure à une autre que vous aurez côtoyée dans un autre établissement, etc. Qu'est-ce qui fait finalement la différence dans ce champ très spécial qu'est la maladie mentale? Très simplement, la chose suivante, c'est qu'elle l'a vécu. C'est que c'est une femme qui a été elle-même dépendante. Elle a été elle-même souffrante. Et vous pouvez mettre les meilleurs spécialistes de l'addiction du monde devant vous, ou devant des gens en besoin. Ils feront des choses merveilleuses, ils feront de leur mieux, ce sera formidable ce qu'ils font. Mais personne ne peut comprendre cette maladie si on ne l'a pas traversée soi-même. Moi, je ne suis pas une grande adepte des groupes AA, et certainement à mon tort, mais si cette chose marche, c'est parce que parler de ce qui s'est passé pour soi à quelqu'un qui est passé par là va faire toute la différence.
on va jamais parler de la même façon avec quelqu'un qui a vécu ça et puis qui va te dire: «Ah mais moi, si tu savais mon grand, si tu savais comme j'ai connu, Alors, dans Rire ou sombrer, quel est le titre, ce que la brume, non, ce que la brume sait de moi». voilà, dans Rire ou sombrer, ce que la brume sait de moi, vous avez un écrivain qui va vous parler, qui va parler à votre intime, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a peut-être pas tous les mêmes addictions ou les mêmes, mais il y a quelque chose de tellement intime qui fait que ce livre va toucher votre âme. Et je le recommande tout à fait vivement. Et je dis ici merci pour ce moment à Élodie Merci à Perlet. vous, merci infiniment.